Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire de Nice, également vice-président du groupe Horizon. Marine Le Pen a prévenu que si le budget demeurait en l'état, son parti voterait la censure. Bruno Retailleau affirme qu'elle précipiterait ainsi le pays dans le gouffre. Le gouvernement plus largement parle de chienlit. Gabriel Attal dénonce son irresponsabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, monsieur Estrosi, en quoi ce serait le chaos si Marine Le Pen et son parti voteraient la censure? Non mais sérieusement, une France sans budget, c'est quoi? Ce sont des taux d'intérêt qui montent, c'est un gel des économies qui sont proposées et qui sont aujourd'hui essentielles, et c'est un dérapage des finances publiques, et puis naturellement nous serons coupés de tout accès au marché qui ne nous feront plus confiance. C'est donc tout simplement une crise économique qui suit une crise politique. Et puis, je pense à la montée du chômage, je pense à tous ces Français qui ont épargné et qui verront leur épargne s'effondrer. Alors, la grande question, c'est est-ce que Marine Le Pen est prête à assumer cette responsabilité? Parce que aujourd'hui, j'avais le sentiment que le choix du Rassemblement national, c'était de rester assez serein, zen, calme, de montrer qu'on pouvait être une alternative possible à notre pays. Et moi, j'ai le sentiment que quelque part, les électeurs qui, au fond, pour un grand nombre d'entre eux, et je les respecte, ont voté pour elle, ou pour sanctionner Emmanuel Macron, ou parce qu'elle pouvait incarner à leurs yeux un choix possible, vont d'un coup d'un seul la juger comme quelqu'un de totalement irresponsable. Mais dites-nous, monsieur Estrosi, la crise économique, on l'a déjà. Le dérapage déficit, on l'a déjà. La crise politique, on l'a déjà. Qui a provoqué la dissolution et donc cette situation? Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais on va refaire le match du mois de juin et du mois de juillet dernier éternellement. Moi, je dis faire tomber Barnier, c'est faire trébucher la France. Et à votre question, au fond, qui est l'ingénieur du chaos, puisque c'est un peu ce que vous me demandez, qui est une expression qui est reprise dans l'excellent bouquin de Mario De Empoli d'ailleurs. Celui-ci dit très clairement qu'il est important que les grands républicains soient capables de se rassembler et que le vrai danger vient des extrêmes, qu'ils viennent de gauche ou de droite. Donc aujourd'hui, on peut dire, allez, on avait raison quand on a dénoncé cette dissolution. On peut dire. Vous estimez que c'est plus le moment, qu'aujourd'hui, vous estimez qu'on arrive à un point de bascule. Mais est-ce que vous pouvez... Je pense que la France mérite un peu mieux aujourd'hui dans le débat. Oui, mais c'est lui qui a commencé. Vous savez, le truc de cours de récréation. Alors mois de juin, c'est lui qui a commencé. Alors, parce que c'est lui qui a commencé, on peut s'exonérer de tout. Parlons du présent et du futur. 6 mois ou 7 mois plus tard. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas d'autre alternative à Michel Barnier et son gouvernement aujourd'hui? Est-ce que vous dites ce matin qu'il n'y a pas d'autre alternative? Bon, il y a toujours des alternatives à tout, naturellement. Mais voyez-vous, moi, je ne suis pas un politicard. Je ne participe pas au débat à l'Assemblée. Il y a eu une loi sur le cumul. J'ai fait un choix, celui d'être maire. J'ai fait un choix, celui de ne plus participer, après avoir été 3 fois ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, à une action gouvernementale, quelle qu'elle soit, parce que le maire, c'est celui qui décide. Moi, au moment où vous me parlez, mon budget est déjà voté. Oui. Donc vous êtes en train de dire en réalité que même si le gouvernement tombe, les administrations restent, les maires et les collectivités assurent le suivi? Oui, et puis ça n'est pas parce que le gouvernement tombe qu'il n'y a pas dans notre Constitution d'autres possibilités. Je vois simplement qu'il y a une grande confiance, on sort de la semaine du Salon des maires de France, une grande confiance dans l'élu qui est le maire, que les maires auront toujours un budget en équilibre, que les maires auront toujours... À bon entendeur, là vous dites, nous on fait le job... Que les maires qui gèrent bien sont capables de baisser, comme nous le faisons, leurs charges de fonctionnement. Et pas l'État. Et de maintenir de l'autofinancement pour pouvoir poursuivre les investissements dont nous avons besoin.
bon, si on veut qu'il y ait encore de la croissance dans notre pays, quel que soit ce qui se passe, il faudra bien en passer par une confiance renouvelée aux élus locaux. Bien sûr. Et vous dites, évidemment, arrêtez de mettre la pression sur les collectivités. Vous avez parlé, M. Estrosi, d'autres solutions. Vous savez, le sursaut, si jamais ça se casse la figure, passera par les maires ou ne se fera pas. Bien. Voilà. Et s'il n'y a pas ce sursaut, et si Emmanuel Macron est pressé par LFI et le RN et pourrait se retrouver coincé entre la très grande difficulté de constituer un nouveau gouvernement et puis l'impossibilité constitutionnelle d'une nouvelle dissolution, est-ce que vous excluez une présidentielle anticipée ? Mais d'où vient cette idée d'abord, la Constitution. D'abord, je vous suggère d'inviter Emmanuel Macron et de lui poser la question à lui-même, puisque lui, il a exclu, mais est-ce qu'il aura le choix ? Le choix est entre ses mains. LFI et le RN essaient tous les deux de faire croire que si une motion de censure est votée sur le budget, Emmanuel Macron n'aurait pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. C'est totalement faux. Votre question, je ne sais pas si vous l'empruntez à LFI ou si vous l'empruntez au débat public, M. Estrosi, elle a été posée maintes fois, mais sans réponse, je le remarque. Nous sommes aujourd'hui dans plusieurs opportunités possibles. Renommer Michel Barnier, reconstituer un gouvernement. On peut le adopter le budget, avoir le budget de l'année dernière. Avoir le budget de l'année dernière qui sera distribué par 12e, puisque la Constitution le permet. Et puis, naturellement, tout cela peut durer jusqu'au mois de juillet, qui sera la date où on peut de nouveau bénéficier de législatives anticipées. Tout est possible. Vous savez, la vie politique s'accélère aujourd'hui. Et en même temps, je ne vous cache pas qu'il faut être prêt à tout. Bien. Parce que vous ne savez pas, je ne sais pas. Et imaginons ce que je n'imagine de la majorité pas très très relative. Tout. À savoir, tout peut arriver, y compris une démission du président. Mais avec Édouard Philippe et notre formation politique Horizon, dont je suis le vice-président, nous préférons nous mettre en situation d'être totalement prêts. Et aujourd'hui, je vois aussi que d'avoir ces temps-ci avec une majorité parlementaire relative faite de centre droit, de républicains, réussi à renouer des liens avec nos amis d'hier. Moi, ma famille politique historique, ce sont les LR, et je suis heureux de pouvoir parler avec eux, partager l'action qu'ils mènent et soutenir l'action du gouvernement de Michel Barnier. Après le tollé provoqué par leur proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal, les Insoumis font de nouveau parler. Hier, avec Éric Coquerel qui a refusé de dire que les islamistes étaient les ennemis de l'intérieur. Comment réagir face à ces outrances aujourd'hui ? Bon, alors tout ça vient des islamo-gauchistes, c'est clair. Les outrances de Bernalice, de Coquerel, on commence à être habitué. Elles ont un mérite. Celle de montrer que c'est une gauche qui essaie de draguer quelque part les Français de confession musulmane. Si ce n'est que moi, je ne fais pas... au contraire, je fais la différence très claire entre les islamistes et mes concitoyens de confession musulmane qui aujourd'hui sont de parfaits citoyens intégrés aujourd'hui dans la République. Tous le sont. J'ai été, vous le savez, tous le sont, de ceux qui ont essayé d'illustrer ce qu'était la cinquième colonne il y a quelques années. Je vous pose une question. Tous le sont. Est-ce qu'il y a, parce que vous dites apparemment il y a une parfaite intégration et assimilation en France, à vous entendre ? Il n'y a pas une parfaite, malheureusement, il n'y a pas une parfaite intégration. On est loin de ça, et je dirais même que chez les Français de plusieurs générations, je vois même dans un grand nombre d'entre eux un certain déclin dans leur référence à la nation, à cet héritage extraordinaire qui est le nôtre, à cette France des Lumières, où les valeurs sont abandonnées. Comment faire quand ils sont séduits par une partie du discours ? Mais alors comment faire quand ils sont en partie séduits par le discours de la France insoumise ? Est-ce qu'il y a une solution ? Certains parlent de dissoudre. D'abord, il faut reconnaître nos responsabilités collectives. D'avoir peu à peu, depuis, je dirais, la période de François Mitterrand, où petit à petit on a essayé
d'abandonner l'excellence à l'école, sous des gouvernements de droite comme de gauche. Je vous pose la question directement. Gabriel Attal a appelé la gauche à se désolidariser de la France insoumise. C'est ce même Gabriel Attal, ancien Premier ministre, qui avait dit à l'entre-deux-tours des législatives qu'il fallait battre le RN, y compris en glissant dans l'urne un bulletin LFI. Donc est-ce que cette majorité dont vous faites partie, très relative, est crédible dans ce combat contre la France insoumise? Eh bien, je pense que aujourd'hui, ça n'est pas crédible. 2, je vois de plus en plus de formations de gauche, y compris le Parti communiste d'ailleurs, et Fabien Roussel, qui disent très clairement que jamais ils ne voudront participer à une action politique aux côtés de LFI. C'est-à-dire que de plus en plus, cette position extrémiste, anti-française, anti-nationale, personnellement, je vous l'annonce ce matin, je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi, je vais déposer plainte pour apologie, pour le terrorisme contre M. Bernaliste et M. Coquerel, parce qu'aujourd'hui, alors que nous voyons des citoyens qui, pour telle ou telle erreur, y compris Marine Le Pen d'ailleurs, et c'est la loi française, sont condamnés, l'apologie pour le terrorisme. Intelligence avec l'ennemi, je crois que c'est assez rare, hein, c'est-à-dire que c'est même une forme de trahison hein, par rapport... Et pourquoi ça n'est pas une trahison? Je vous pose la question. Donc là, pardonnez-moi... Non mais vous me posez la question, je vous la pose aussi, parce que je vous lis, je vous ai lu dans une très belle tribune dans le JDD ce dimanche, j'ai le sentiment que vous n'avez pas un regard sur LFI qui ne considère pas comme moi qu'aujourd'hui ce sont quelque part des ennemis, pas que de la République, de la nation, la nation française. Ça a un sens. Faire nation, ça a un sens. Aujourd'hui, ce sont pour moi... Est-ce que c'est ainsi qu'on combat des idées quand ça infuse dans les urnes? Là, ce ne sont pas des idées. Est-ce que il y a bien des citoyens qui sont interdits de participer à des élections parce qu'ils commettent des infractions graves et qu'ils sont rendus inéligibles? Pardon, pour moi, défendre l'apologie du terrorisme en interdisant qu'on puisse être sanctionné pour apologie du terrorisme, eh bien, c'est sans doute une des infractions les plus graves qui soit, alors que notre pays a déjà payé un prix énorme face au terrorisme. Vous en savez quelque chose. Et j'en sais quelque chose. Évidemment. Alors, je vous pose la question directement. Et d'ailleurs, j'ai des associations des victimes du 14 juillet, qui sont prêtes à s'associer aux plaintes que je suis décidé et on pense à déposer. Évidemment à ces familles, à ces victimes, évidemment à leur mémoire et à ceux qui sont blessés. Alors aujourd'hui, politiquement, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, quelle est la plus grande menace pour la démocratie? Je pense que l'une comme l'autre sont autant une menace. D'abord, LFI le sont parce que ce sont des ennemis de la nation. Je n'en dirai pas autant de Marine Le Pen, mais je pense que Marine Le Pen, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avait sans doute, en prenant de la hauteur sur le débat public, en se contentant, je remarque d'ailleurs que c'est une formation politique qui n'est que dans la critique et jamais dans la construction, ni dans la proposition. Alors là, pour le budget, elle propose quand même certaines pistes. Oui, sa seule proposition, c'est de dire « je veux pas de budget ». Enfin, et vous n'êtes pas d'accord avec ce budget non plus, monsieur Estrosi. Alors non, je ne suis pas d'accord avec ce budget, mais je suis pour que la France ait un budget et que, à partir du moment où il y a des économies qui sont une exigence pour que nous regagnions une certaine confiance sur les marchés, et je crois que les Français aujourd'hui ont compris que nous étions confrontés à une instabilité qui pouvait avoir de graves conséquences sur la vie de leur ménage, sur les emplois à venir, sur leur épargne. Marine Le Pen se tirerait une balle dans le pied à l'égard de celles et ceux, y compris qui lui ont fait confiance au mois de juillet dernier. Je pense qu'elle est en perte de crédibilité, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons un arc républicain où malgré tout... Il va d'où à où? Parce qu'à vous entendre, il y a juste le socle commun dans cet arc. Vous savez, le RN et LFI. En ce qui me concerne, je nourris un certain nombre d'espoirs de voir que, avec Édouard Philippe et Horizon, avec les Républicains qui sont ma famille politique historique, dirons-nous, qu'avec les centristes, qu'avec un certain nombre de personnalités du centre-gauche avec lesquelles je partage certaines valeurs. Je pense à Manuel Valls, je pense à
à François Rebsamen et à quelques autres encore, nous avons de quoi à un moment offrir un socle commun de véritables républicains pour tenir les extrêmes sur les côtés. Bien, on a entendu, c'est le projet d'Édouard Philippe. Il nous reste peu de temps, donc je vais aller à l'information de ce matin, Monsieur Estrosi. C'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne va pas se représenter pour un autre mandat. Est-ce que vous dites qu'il faut savoir accrocher les gants ? Vous savez, vous avez des confrères qui régulièrement font des enquêtes d'opinion. Quand vous voyez que, je pense à la Tribune notamment, qui en a fait sur Bordeaux, sur Lyon, sur Marseille, certains sont naturellement pas très bien placés. Et je ne vais pas rougir d'en avoir un qui me met plutôt en bonne position à Nice et un en très bonne position, Jean-Luc Moudin, qui est mon ami à Toulouse. Même si vous avez la menace de votre frère ennemi Éric Ciotti pour 2026, qui est sérieuse. Marine Le Pen a dit qu'il pourrait être le candidat naturel. Alors si c'est Marine Le Pen qui le dit, vous savez, elle devrait se méfier de le voir faire la queue 6 heures pour essayer d'obtenir une petite signature de Jordan Bardella, qui, nous le savons, est un des premiers grands défenseurs de Marine Le Pen, pour se faire signer un petit bouquin. Quand on en est réduit à ça, on n'est pas un grand homme politique. On avait dit tout à l'heure pas de. Mais lorsque je vois comme Anne Hidalgo, qui a sans doute fait un travail que je ne veux pas lui contester à Paris, peut-être avec un peu de brutalité à l'égard des Parisiens. Être maire, c'est toujours écouter, c'est toujours beaucoup de proximité, c'est de comprendre. Et vous lui dites merci, au revoir. Non, 62% des gens ne semblent plus vouloir d'elle. Se retirer au fond sur un succès aux Jeux Olympiques, c'est faire oublier le reste et c'est ne pas prendre le risque de se voir abîmé par une élection qui vous éliminerait de la vie politique. Merci Christian Estrosi, on a compris que ce n'était pas votre cas en vue de 2026. Merci, bonne journée à vous. Merci.